Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes d'hier, des femmes d'aujourd'hui et puis certainement des femmes de demain. Des portraits de femmes avec deux femmes justement sur ce plateau. Hélène Kounz, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Vous êtes blogueuse. Le site internet www.helenkounz.com. Oui. C'est Obama à la carte. Derrière ce site, c'est vous. C'est moi. Merci d'être venu nous parler de ce que vous faites, de la femme que vous êtes. Avec nous sur le plateau, Charlie Defa, bonjour. Bonjour Lady. Romancière, vous avez plutôt, moi j'ai entre les mains celui-ci qui s'intitule Percée et chimère aux éditions Jet d'encre, avec une belle dame sur la couverture que notre caméra va nous faire découvrir. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. 01 45 55 76 87. Nous sommes en direct. Réveillez-vous, faites fonctionner le téléphone arabe. Il est des femmes merveilleuses sur ce plateau pour parler de nos sociétés respectives avec un regard croisé aujourd'hui, une précision. Vous êtes vous, Charlie Defa, du Gabon? Oui, c'est du Gabon. Et Hélène sur le plateau et des États-Unis. Quel État? Je suis de New York, mais je vis en France depuis 20 ans. Et vous vivez en France depuis 20 ans, ce qui est une richesse pour notre regard plus que croisé. Désormais, pour parler donc du regard que vous portez d'une communauté à une autre sur les femmes en face, on va dire comme cela, de ce que vous faites, je voudrais commencer par ce que vous avez souhaité nous proposer. Obama à la carte, c'est donc un blog, un vidéoblog précisément. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cela? Alors, j'ai beaucoup participé à la première campagne d'Obama, qui a commencé en 2007. Et pour sa réélection, le contexte est différent. Donc, je me suis dit, une blog pour avoir un double emploi. Déjà, pour répandre la vérité sur son bilan. Parce qu'aux États-Unis, surtout, son bilan est terriblement déformé par l'opposition. Aussi? Oui. Et c'est aussi une tribune pour parler dans quel contexte il doit travailler. Parce que je me suis rendu compte à combien les institutions gouvernementales diffèrent outre-Atlantique et doivent être un petit peu expliquées pour mieux apprécier ce qu'il a réussi à faire. Ce qui a retenu notre attention dans Lady vous écoute, ça n'est pas seulement le contenu, la matière sur laquelle vous travaillez, mais c'est le fait que vous travaillez dessus. J'entends là en tant que femme, un homme nous aurait proposé Obama à la carte, peut-être que nous n'aurions pas eu ce même déclic. Charline Defa, de quoi s'agit-il dans votre ouvrage? Alors, mon premier roman, Percée et chimère, parle justement de l'itinéraire d'une jeune femme qui vient d'Afrique, précisément du Gabon, qui vit à Libreville, et c'est une femme qui est mal dans sa peau. C'est justement la mise en relief d'un mal existentiel qu'elle va essayer de compenser en décidant d'aller chercher fortune en Europe. Alors, ce sont les plaisirs du direct. Le soleil vient, le soleil va, la lumière va, elle revient. Mais nous savons que nous sommes toujours avec vous. Vous parlez là du mal-être d'une femme. C'est récurrent. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes féministe. Tout à fait, à fond. Est-ce que c'est autobiographique cet ouvrage? Non, ce n'est pas autobiographique, même s'il y a une part de moi toujours dans ce roman, quand on me le demande, il n'est pas autobiographique, mais il y a une part de moi notamment dans les rapports entre mère et fille qui sont développés dans le récit. Vous nous direz tout à l'heure, Hélène, si vous retrouvez de la matière dans ce qu'elle propose là, dans le vécu, pas forcément le vôtre d'ailleurs, mais des femmes autour de vous, des femmes aux États-Unis. Je vous ai fait une réflexion en disant, mais c'est la femme que vous êtes qui nous intéresse par rapport à ce qu'elle propose. Est-ce que pour vous, c'est une réflexion inattendue? Non, je trouve que c'est pertinent. Même le féminisme à un certain niveau aux États-Unis s'est invité dans cette campagne présidentielle que nous avons aux États-Unis. Au fait, du côté de droite, les partis républicains cherchent un candidat. Et afin d'attirer les électeurs, ils sont devenus mais vraiment les plus rétrogrades les uns que les autres. Et on est vraiment face à des choses assez difficiles pour les femmes et pour les acquis des avancées des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, la question des droits des femmes est résolue aux États-Unis? Pas du tout. Pas du tout. Ça tient à très peu de choses. Et ce qui est extraordinaire de voir, c'est qu'en Europe, pourtant, on peut vraiment imaginer que les acquis sont là, quel que soit le parti qui est élu la semaine prochaine. Aux États-Unis, la balance est quand même énorme et tout se tient à très peu de choses au niveau de la Cour suprême. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'en France, on pourrait considérer que les acquis sont là? Parce que des femmes qui viennent nous disent « Ah, mais il y a des régressions sur tel aspect, sur tel autre aspect. » Parce que ni un parti ni un autre prend pour prendre en otage des choses qui concernent la santé des femmes pour un problème idéologique, purement idéologique, qui doit être résolu dans l'arène politique.
Peut-être parce qu'ils ne sont pas au courant que ce sont des biscuits qui pourraient faire avancer les choses. Ne le dites pas trop fort, ils pourraient s'en emparer. Est-ce que vous pensez que la question du combat des femmes, que ce soit à travers ce que vous proposez dans votre roman, à travers ce que les politiques pourraient en faire s'ils le faisaient, est la préoccupation des femmes d'abord elles-mêmes parce qu'elles sont femmes, ou est-ce que, à votre avis, tout le monde, notamment les hommes aussi qui nous regardent, tout le monde est concerné? Je pense que tout le monde est concerné, mais les femmes doivent être les premières à prendre en charge ce problème, notamment en favorisant la scolarisation des jeunes filles. Je veux parler des femmes en Afrique. Oui. L'accès à l'éducation peut amener les femmes justement à redéfinir leur statut dans la société. Mais c'est une question qui ne concerne pas que les femmes, qui doit interpeller aussi les politiques, les hommes politiques en Afrique. Et quel serait l'intérêt, il faut le leur dire à ces hommes politiques, de se pencher sur cette question? L'intérêt de se pencher sur cette question, c'est... Elle a cet intérêt à plusieurs facettes. Oui. Parce que la femme a été longtemps considérée comme une citoyenne de seconde zone. Mais ces femmes, on en a besoin lors, par exemple, des élections présidentielles. J'ai vu en Afrique, et même ici, lors des élections présidentielles, on se rend compte qu'on a besoin de la femme, de l'impact de la femme, qui de plus en plus participe à promouvoir les candidats. Donc on a besoin de ça, et puis il faut aussi battre en brèche toutes les idées arrêtées, toutes les idées préconçues qui tendaient à assimiler la femme à une maman, à la mère porteuse, à celle qui s'occupe de faire à manger au mari et aux enfants. La femme a besoin de participer à l'évolution de la société, et pour ça il faut qu'il y ait une évolution des mentalités par rapport à son statut. En rappelant que celles des femmes qui ont fait le choix légitime de ne s'occuper que de leur foyer, oui. C'est un choix tout aussi respectable. Tout à fait. Alors vous nous parlez des femmes qui sont un atout en politique. Est-ce que vous suivez mon regard quand je vois une dame qui porte haut et fort Obama? Est-ce que c'était avant les élections? Est-ce que c'était après qu'il ait été nommé président que vous avez souhaité faire ce vidéoblog sur Obama et en parler pratiquement chaque jour? Alors, j'ai eu l'opportunité, c'est-à-dire j'ai mis fin à 20 ans de carrière oui. de banque l'année dernière, et j'avais le luxe de temps de pouvoir le faire, parce que c'est vrai que même si les petits épisodes ne durent que 2 minutes, c'est beaucoup de temps investi rien que pour faire les 2 petites minutes. Mais j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Charline, c'est très intéressant. Mobiliser, solliciter les femmes dans l'arène politique, c'est une chose. Après, pour leur faire participer, j'aimerais juste donner 2 très bons exemples dans l'administration Obama. Vous savez que nous avons 9 juges au Cour suprême. Et ce sont des postes à vie. Et lors de ces 3 premières années, le président a choisi non pas une, mais 2 femmes à succéder à des juges qui prenaient leur retraite pour raison de santé. Donc, il n'était quand même pas obligé de le faire. Il y avait énormément de candidats. Et il avait donc, nous sommes maintenant à 4 femmes dans la Cour suprême, ce qui est vraiment historique pour l'histoire des États-Unis. Alors, des vidéos qu'on aura le plaisir de voir dans ce que vous proposez. On sait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Quand oui. Il a choisi 2 femmes dans un poste à vie, oui. C'est un féministe quelque part? Peut-être pas dans son discours politique. Je pense qu'il veut rester plutôt centriste, ne pas prendre parti trop, mais dans ses actes, dans les choix qu'il fait réellement, dans les nominations qu'il fait réellement, si. Et il y avait un autre très bon exemple, c'est la toute première loi qu'il a signée en janvier 2009, quelques jours après avoir été, après son inauguration. Il a signé une loi sur la parité de salaire hommes et femmes pour renforcer la loi. Alors, c'est toujours pas une absolue réalité, n'est-ce pas? Il y a toute plein d'entreprises qui ne vont pas revenir sur leur politique salariale. Mais en tout cas, pour des nouveaux embauches, pour plein de choses, il y a quand même l'encadrement par la loi est devenu beaucoup plus fort aux États-Unis. Nous allons revenir sur ce que vous avez proposé dans ce vidéoblog, je le rappelle, donc www.helenekunz.com. En cheminant, on arrive dessus. Le 8 mars, vous pensez bien, qu'est-ce que je suis allée chercher moi? J'ai tapé 8 mars, et surprise, point de journée de la femme. L'immigration plutôt? Ah oui, ben oui, c'était... Une actualité qui a pris le dessus sur une autre? Alors, ce que j'essaie de faire en termes d'organiser le contenu, j'essaie d'avoir un sujet par jour. Par exemple, le lundi, c'est un chiffre du jour. Le mardi, c'est sciences politiques, donc c'est focus sur une institution. Le jeudi, je fais une question choix multiples. Vous voyez, j'essaie de rester quand même dans le ludique. Et puis le vendredi, j'essaie de rester sur les anecdotes qui sont plutôt fun. Donc, certes, c'était peut-être la journée de la femme. Quand ça
coïncide avec un événement, par exemple l'anniversaire de la Marée Noire ou l'anniversaire de la mort de Ben Laden, oui, je le prends. Mais je pense que ce jour-là, j'avais pris autre chose. C'était sur l'immigration. Vous voyez bien, ce ne sont pas les femmes seulement qui vont s'engager en faveur des familles. Les questions d'immigration aussi, dans votre ouvrage, une thématique récurrente pour les femmes en Afrique notamment, disiez-vous? Oui, c'est une thématique récurrente. Et lorsque j'aborde justement le thème de l'immigration, j'essaie de faire de la prévention. Oui. Parce que je parle de l'immigration sous l'angle des filles qui rencontrent des hommes sur Internet. On a le droit de rencontrer le prince charmant où on veut. Oui, on a le droit de rencontrer le prince charmant où on veut, c'est vrai. Mais étant donné que j'ai travaillé dans pas mal d'associations, justement, lorsque j'habitais à l'époque dans le nord de la France, à Lille, ouais. Beaucoup de femmes avaient rencontré des hommes sur Internet. Et lorsqu'elles arrivaient dans l'Hexagone, elles étaient désillusionnées, très vite désillusionnées, parce qu'elles se retrouvaient maltraitées. Elles se retrouvaient, violentées par ces hommes qui leur promettaient monts et merveilles lorsqu'elles discutaient avec sur Internet. Donc j'essaie de faire de la prévention vis-à-vis des jeunes filles, vis-à-vis aussi des parents qui formulent des attentes parfois incommensurables à l'endroit des filles qui n'ont pas encore l'âge pour porter des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Dans beaucoup de familles, on demande à une fille qui n'a même pas 18 ans de pouvoir subvenir aux besoins de la famille, de ses petits frères, de ses petites sœurs. Et ceci va, générer une forme de prostitution qui ne dit pas son nom, qui tait son nom. Et c'est cette prévention que j'essaie de faire vis-à-vis des familles. J'étais au Gabon récemment pour en parler, même si c'est très difficile parce que l'Occident a une idée de l'Afrique et l'Afrique aussi a une idée de l'Occident. C'est-à-dire quand on présente aux Africains qui sont restés sur place que tout ne brille pas forcément en Occident, on a du mal à nous croire. Oui, surtout quand on voit vos jolies coiffures, vos jolies toilettes, permettez qu'on ait du mal à y croire. Pour qui écrivez-vous? J'écris pour les femmes. Pour être honnête, j'écris pour les femmes d'abord. C'est comme ça que vous allez voir tous les hommes pour acheter le livre. C'est pour les femmes, messieurs, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. J'écris pour les minorités. Oui. J'écris pour les personnes laissées pour compte. J'écris pour des personnes sans voix. J'écris pour ces femmes qui souffrent, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ont pourtant des choses à dire. Cela ne vous a pas échappé que pour prendre donc connaissance de ce que vous voulez livrer, il faut lire. Or, avez-vous le sentiment que c'est un réflexe? Vous parlez des minorités, vous parlez des femmes. Est-ce qu'à votre avis, le grand public, c'est vraiment son réflexe le plus immédiat que d'acheter un livre, de le lire? Le grand public, non, je ne pense pas que le grand public a ça pour réflexe d'acheter un livre. Je sais que les lecteurs représentent une forme, entre guillemets, d'élite. C'est certaines personnes qui ont ce réflexe d'acheter un roman et de le lire. Mais bon, ça n'empêche pas que le message passe quand même par l'écriture. Et par la parole, c'est pour ça que nous sommes là. Je vous disais précédemment, Hélène, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce blog donc pour le président Obama? Est-ce que c'était avant qu'il soit président? Est-ce que c'était après? Oh, c'était après. C'était après parce que pour la première campagne, j'avais la chance d'avoir une certaine habilitation dans les médias en France, malgré mon accent, mais je me débrouille un petit peu. Ce n'est pas malgré, c'était grâce à votre accent. Oui. À pouvoir m'exprimer un petit peu sur les plateaux, etc. Pour la partie, avec un encadrement qui était un peu plus officiel. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand c'était les médias de la diaspora, de notre communauté, de la diaspora africaine, le fait que ça soit quand même avec un homme avec des origines africaines qui est l'homme le plus puissant du monde, pour la communauté, c'était quand même énorme. Et l'intérêt pour comment ça fonctionne aux États-Unis était autre. C'est-à-dire qu'il y avait un homme noir qui était à la tête de tout ça. Tout d'un coup, le niveau d'intérêt était autre. Donc, je me suis trouvée face à beaucoup de questions, énormément de questionnements très basiques sur le fonctionnement des institutions, parce que c'est pas du tout comme ici. Voilà, et puis, et je pense que c'est très important d'occuper cet espace-là, parce qu'il nous reste très peu de temps. Alors, les élections en Europe, c'est très, très court. Pour nous, c'est peut-être, on commence à peu près 2 ans à l'avance, mais c'est en novembre.
beaucoup de gens me disent mais c'est bon, il va gagner. Tout le monde est complètement conscient à combien il devrait garder sa place. Et moi, je dis que malheureusement, aux États-Unis, il y a quand même une vague de haine qui risque à l'emporter, cet homme-là. Ça a vraiment déclenché une haine. Ah oui, ben oui. Vous savez, chez moi, c'est raciste. Hein? Aux États-Unis, c'est super raciste. Hein? Donc voilà, on a beau avoir un président noir, justement, ça a soulevé beaucoup de cicatrices dans notre société sur ces questions-là. Donc pour moi, c'était une bonne occasion de parler de son bilan, d'expliquer les institutions, de répondre aux questions. Avez-vous conscience qu'on attendrait de vous que vous briguiez un poste ministériel un jour? Parce qu'on se dit, bien sûr, madame, elle a 20 ans de carrière dans la finance, la banque, elle décide de faire un blog, tout le monde va se dire, bien sûr, ça n'est pas pour rien, il y a un retour d'ascenseur. Non, c'était là où c'était opportuniste, c'est que j'étais entre deux en termes de ma carrière et son élection, ça tombait là. Mais c'est vrai que je me sens personnellement très, très impliquée, comme beaucoup de militantes d'ailleurs. Je pense que quand on est dans du militantisme politique, le retour est de voir son candidat élu. Vous savez, l'élection d'Obama, ça serait déjà énorme et je me contenterai de ça comme résultat. Ce sera le retour d'ascenseur. Alors, par ailleurs, avez-vous conscience aussi que le fait que la femme que vous êtes présentant cette matière-là, votre engagement peut bien plus facilement que ce que dirait tout homme, parce que bon, les hommes qui parlent de politique, c'est pratiquement considéré comme normal, c'est un peu plus inattendu de voir des femmes s'engager à fond, en plus à titre individuel. Oui, mais avez-vous conscience de ce que ça pourrait encore mieux retenir l'attention? Non, enfin, avoir un petit peu conscience de ça dans la société, oui, mais est-ce que votre question c'est plus est-ce que je m'en fiche pas? Je m'en fiche. Enfin, je suis consciente, mais je m'en fiche. J'aurais peut-être pas gravé les échelons dans les banques si je me disais oh là là, autour de moi, vous voyez bien, il y a très peu de femmes. Ce n'était pas sur ces critères-là. Vous voyez, c'est le contenu qui pour moi qui est très passionnant. Donc je peux pas, voilà, je suis la femme que je suis, mais c'est le contenu qui est absolument passionnant. Et c'est vraiment dans l'air du temps. Hein, on est à J- à peu près 150 jours pour notre élection, donc c'est très important. C'est peut-être le problème aussi de nombre de femmes d'avoir une matière très intéressante et passionnante, sauf que ce qui se passe, les gens focalisent sur la personne qui propose cette matière. Alors, le contenu est passionnant, d'aucuns s'attardent sur, pardonnez-moi de parler comme les hommes, le contenant, la personne qui nous livre le message. Quelquefois gênant? Non, j'essaie de faire le focus sur le contenu, de rendre le contenu appétissant, c'est-à-dire c'est une blog que je fais quand même au fond de mon salon, donc je me suis dit je veux pas avoir le webcam braqué sur moi. J'essaie de faire un minimum de mise en scène pour que ça soit agréable à regarder, mais après c'est vraiment le contenu qui prime. Et c'est aussi la manière de livrer le contenu, vous savez, on peut raconter une histoire ou on peut juste donner une série de chiffres, hein, donc après c'est... Si vous prenez notre émission en cours, nous parlons des portraits de femmes, des femmes d'hier, des femmes d'aujourd'hui, des femmes d'ici et d'ailleurs qui sont actives, engagées en tout cas pour des registres peut-être différents, mais ce sont des actions qui impactent leur monde. En rappelant que nous sommes en direct si vous voulez participer à notre discussion du jour, c'est le 01 45 55 76 87. Charline Effa nous disait, l'Afrique perçoit l'Occident et les États-Unis autrement et vice-versa. Quel regard portez-vous sur les femmes en Afrique ou les femmes africaines en Europe? Moi, personnellement, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de gens, mais je sais que pour mes compatriotes américains, malheureusement, c'est un monde qui reste complètement, il ne repère à peine. La plupart des Américains ne connaissent strictement rien sur l'Afrique. Je pense ça reste à bâtir, ça reste quand même vraiment très très loin. Tout en participant de leurs revendications identitaires. Oui, mais je ne sais pas si ça aboutit jusqu'à l'Afrique même. Je pense que ça reste quand même beaucoup dans l'imaginaire. Ça reste aussi beaucoup sur l'imaginaire de ce qu'on aurait pu connaître de l'histoire de l'esclavage, ce qui a pu être amené. Mais un vrai retour vers l'Afrique, et l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique contemporaine, c'est un autre chantier. Oui. Vu d'en face, donc le rêve est maintenu. Le rêve américain d'ailleurs, ça n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est un mot qui est devenu un idiome, le rêve américain. Tout à fait, alors partir
À tout prix. Partir à tout prix en espérant qu'ailleurs ça se passerait mieux. Partir pour donner une autre orientation à sa vie, partir pour fuir la misère, pour fuir, comment dire, toutes ces pesanteurs sociales. Partir, mais comment partir, c'est ça la question. Comment partir? Est-ce qu'il faut toujours partir? C'est vrai que j'aimerais rebondir sur ce que disait la dame au sujet justement du regard que les femmes américaines ou même les femmes françaises africaines vivant en France, ou même les femmes qui ne sont pas africaines vivant en France, ont de l'Afrique. Ce regard, c'est comment dire, un habitacle, il est fait d'un habitacle de préjugés. Le regard, c'est l'Afrique, c'est, comment dire, il est subordonné à ce que les médias nous disent. Ce que les médias nous présentent de l'Afrique. Vous allez voir, quand les médias parlent de l'Afrique, on parle de la malnutrition, de la malaria, des guerres. Et ce regard est subordonné. Et le regard que nous avons de l'Afrique, finalement, c'est celui que nous présentent les médias. Comme le regard que l'Afrique a de l'Occident, c'est l'Occident des paillettes, l'Occident où tout brille. Finalement, ce regard, il est tronqué. Il est tronqué, et c'est pourquoi, lorsqu'on essaie de dire aux gens ce qu'il en est vraiment de l'Occident, nous avons du mal. Nous nous retrouvons face à un mur parce que les gens ont une idée qui a été érigée depuis des générations, et c'est dommage. Et sur les, alors de femme à femme, parce qu'il y a comme ça cette illusion, il y a un dénominateur commun, bien sûr, c'est celui d'être femme d'une part peut-être, mais un autre au sens plus large, c'est celui d'appartenir à une même couleur de peau, mais ça s'arrête là. Mais personne ne veut entendre cette limite, justement, et on entretient le rêve. Et au bout, il peut y avoir la désillusion, pour parler d'immigration notamment. Je sais qu'il y a très peu d'immigration africaine, à proprement dit, aux États-Unis. Donc, si vous voulez, on n'est même pas confronté avec... Et il y a très peu de liens historiques aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est des mondes qui sont assez coupés. Le fait de l'élection d'Obama, avec ses racines au Kenya, a suscité l'intérêt qui était très inattendu. Hein. C'est vrai aussi que sur la scène politique, on ne s'est pas dit le jour où ça sera une personne de couleur, ça sera quand même fils d'un Africain. C'est énorme. Savez-vous si le président Obama, justement, va sur votre blog de temps en temps voir ce que vous en dites? Oh non, je pense pas. Non, je pense pas. Je suis très étonnée. Et vous savez, le blog est quand même très jeune. Hein? Je l'ai commencé au mois de janvier. Mais on sait bien que les Américains sont efficaces quand il faut savoir ce qui se passe autour d'eux. Ah, ouais. C'est vrai que... Alors, ils nous regardent peut-être. Qui sait? Qui sait? Alors, j'attends d'avoir mon millième visiteur. Donc, voilà. Le décompte est fait. Monsieur le président de la République aux États-Unis, voilà, vous pouvez nous téléphoner. Et sur ce plateau, et vous aussi qui nous regardez. Je voudrais préciser que vous avez aussi apporté de la matière sur le Black History Month. Oui. Donc, on voudrait... nous allons revenir sur ce point-là. Oui. Ça n'est pas un événement isolé, ça n'est pas un engagement de la communauté afro-américaine aux États-Unis, c'est pas un engagement de communauté, mais un engagement qui a été qui est désormais celui du gouvernement aussi, une date que l'on ponctue, contrairement à ce qui se passe pour l'heure encore en France. Bon, il y a des initiatives tout à fait récentes sur le repositionnement ou la réappropriation de la mémoire, on dit la mémoire noire, de ces communautés-là, mais on sent que c'est encore difficile. Oui. Au niveau étatique. Alors, c'était déjà difficile aux États-Unis. Il faut savoir que ça s'est commencé il y a plus que 50 ans. Et ça a commencé avec une semaine. Hein. D'ailleurs, ça ne s'appelait pas Black à l'époque, it was Negro History Week. Pourquoi au mois de février? C'est toujours le mois de février. Parce que ça regroupait à la fois l'anniversaire de la naissance du président Abraham Lincoln, qui a mis fin à l'esclavage aux États-Unis. C'était aussi un mois où la NAACP, donc the National Association for the Advancement of Colored People, je ne veux pas dire que c'est le SOS racisme, mais bon, c'était une lutte associative, notamment avec une vraie cahier de charge qui était d'arrêter le lynchage dans le Sud. Donc ça, c'était dans les années 1920. Voilà, donc cette instance est née aussi au mois de février. Donc ils ont dit, le mois de février, ça sera le mois où on va vraiment faire quelque chose de positif pour les deux communautés. On va informer la communauté blanche pour qu'il y ait moins de haine. Et dans nos communautés noires, qu'il y a des personnes ou des choses à célébrer, des choses positives qu'il faut
porter, surtout pour les enfants, pour que les gens apprennent sur leur propre histoire des choses positives. Donc c'était très orienté de ce point de vue. Oui. Et la thématique, c'est ce qui a aussi fait écho à la nôtre de thématique de cette année, c'est donc les femmes noires, l'histoire et la culture des États-Unis. Oui, tout à fait. Alors, comme c'est une instance fédérale, effectivement, c'est porté par les institutions, c'est reconnu par le gouvernement, et tous les ans, il y a un thème. Et cette année, le thème était plus particulièrement les femmes noires qui ont fait les États-Unis, qui ont fait des choses très pertinentes aux États-Unis. Donc, pour ma part, j'ai fait une série de portraits. Alors, nous allons revenir sur ces portraits, oui. Justement, si vous êtes d'accord. Les modèles de femmes aussi, parce que ce regard que l'on porte vers l'ailleurs, c'est aussi fonctionner par modèle. On les a vus habillés comme ci, procéder de telle manière, et on a envie de s'approprier ce schéma-là. Peut-être c'est légitime. Nous allons prendre déjà, si vous êtes d'accord, au téléphone, notre première téléspectatrice. Vous êtes en Angleterre. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Pour ce que tu es en train de faire pour le communauté noire. Je vous entends très très mal. Est-ce que vous pouvez parler vraiment plus fort, s'il vous plaît? Moi, je vais me déplacer. Je suis très content ce que tu es en train de faire le communauté noire. Je suis toujours votre émission, différents sujets. Bon, on n'arrive pas à me prendre au téléphone. Comme par hasard, aujourd'hui, j'ai essayé. On me l'a passé. Moi, je vous soutiens beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il a parlé beaucoup de sujets. Ça m'a beaucoup choqué parce que je viens de RDC Congo. La fois passée, j'avais raté l'émission. Je voulais parler. Mais continuez comme ça, madame. En tout cas, je suis fière de vous, quoi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si je manque même le mot à vous dire, mais il faut toujours se battre. On est fiers de toi. Allez, bisous, bisous. Que Dieu bénisse ton émission et ta famille. Allez, bye bye. Merci, merci madame pour vos encouragements. Alors, des portraits de femmes. À quelle femme veut-on ressembler, vue d'Afrique, quand on regarde outre-Atlantique notamment? Vue d'Afrique, c'est... Je pense que vue d'Afrique, on regarde surtout les modèles occidentaux, c'est vrai, les modèles occidentaux. Et je sais qu'aujourd'hui, pas mal de jeunes femmes voudraient ressembler à Madame Obama, par exemple. Oui. Oui, c'est toujours ça. Ça revient, c'est récurrent, c'est le rêve. Oui, voudraient ressembler à Michelle Obama. Voilà, c'est vue d'Afrique. Alors, pourquoi Michelle Obama? Parce que c'est la femme du président, parce que c'est la première femme noire, première dame aux États-Unis. Parce qu'elle est très jolie, pourquoi? Parce que tous ces critères-là, en fait. Parce que déjà, un président black à la tête de la première puissance mondiale, c'est une fierté pour toutes les personnes qui sont américaines et africaines aussi. Oui. C'est une fierté. Et son épouse est un modèle pour les jeunes femmes africaines. Un modèle pourquoi? Parce que c'est une femme intellectuelle, elle est avocate. C'est une femme qui a, comment dire, qui a certains atouts de la femme aussi traditionnelle, c'est-à-dire qui soutient son mari. Ouais. C'est un modèle. Aussi un modèle au point de vue esthétique, elle est belle, elle est élégante. Tous ces critères-là font d'elle une icône et une femme à laquelle plusieurs femmes aimeraient bien ressembler. Monsieur, vous êtes en Haute-Savoie, bonjour. Bonjour monsieur. Allô? Nous vous écoutons. Je m'excuse, pour la première fois j'ai pu avoir votre émission. C'est la journée des premières fois. Donc, mais aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de réactions à faire, mais ça passe pour vous féliciter de votre émission. Merci monsieur. Mais continuez comme ça, que Dieu vous garde. Merci, merci, merci. Alors que les bénédictions du bon Dieu parfument la tête de tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Je voudrais qu'on en parle donc, on a bien compris, on va voir quelques images de votre blog sur le président Obama. Oui. C'est vraiment son approche politique qui est ce qui vous intéresse. Oui. Ça n'est pas nécessairement, comme nous disait Charlie Nefa, Madame Obama, et pourtant on peut poser des questions. Comment est-elle perçue aux États-Unis, justement? Oh, je pense qu'elle est bien perçue. Elle est plutôt irréprochable dans son parcours, oui. Que ce soit dans son parcours personnel et aussi professionnel. Je pense qu'elle a soulevé un défi énorme. Je ne peux pas imaginer qu'un jour son mari est revenu à la maison et dire « Mais je pense que j'aimerais bien être président des États-Unis. » Enfin, et avec 2 jeunes enfants à la maison, enfin, je pense que c'était, de le suivre, c'était énorme. Et ce qui est aussi, quand vous dites elle est belle, on peut aller un peu plus loin, pour moi qui est très important, c'est qu'elle est noire de peau, sans ambiguïté. Oui.
elle est très représentative, même dans son physique, de la plupart d'entre nous. C'est-à-dire, il y a d'autres qui auraient pu être peut-être plus faciles à voir dans les médias, qui auraient été un peu plus classiques à voir dans les médias. Oui. Mais j'apprécie le fait qu'elle est restée très naturelle. Qu'elle revendique son côté naturel. Voilà. Quand vous dites naturel par rapport à la couleur de sa peau? Oui, d'une part, oui. Par sa façon de... par un petit peu ses rondeurs, ses formes, oui. Tout. C'est très, très important, ça. Ça a été un petit peu souligné dans les médias américains, oui. Mais je pense que c'était un terrain qui était très difficile pour eux aussi. Alors, nous sommes décomplexés, nous sommes des bonnes femmes. On peut en parler justement oui. Parce que c'est assez inattendu. Quand vous dites, elle est restée naturelle, bon... Vue d'Afrique, en tout cas, c'est une femme noire. Oui. Vue des États-Unis, selon le degré de... déjà, vous savez, la première dame des États-Unis, jusqu'alors, c'était un modèle très formaté. Donc, elle a fait exploser toutes ces choses-là en étant très grande, en étant un peu plus ronde, en étant foncée de peau et en étant brillantissime. Enfin, je veux dire, elle a réuni un certain nombre de qualités qui étaient très inattendues et qui mettaient un petit peu à mal les médias. Ils devaient composer avec ça. Donc, voilà, donc ça revient avec ce que vous avez dit, Charline. Voilà, et on a des idées, tout formaté, et quand ça sort du cadre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, voilà, il fallait composer avec cette dame-là. Et pour une fois, un modèle qu'on a véritablement envie de reproduire, parce qu'il est d'autres modèles venus d'outre-Atlantique. Ce sont des modèles de rêve, mais des rêves qui sont bien loin de la réalité. Tout le monde a envie d'être bellissime. On va prendre notamment les artistes, pour ne pas en dire du mal. Mais c'est souvent cela que l'on voit souvent, en tout cas, et que l'on veut reproduire sans forcément vouloir aller en profondeur. Oui, c'est à cause de la dictature des médias. Parce que ce sont ces personnes qu'on voit sur les premières pages de magazines, à la télévision, et du coup, on a envie de les reproduire. Alors que ce n'est pas forcément les modèles, comment dire, les modèles qu'il faut reproduire. Mais parce que les médias nous les imposent sans le vouloir. Les médias imposent ces modèles-là, mais que font les femmes? Nous clamons tout haut et fort que les femmes ont un cerveau, elles aussi. Alors comment font-elles pour garder ce libre arbitre? Oui, ce libre arbitre, il est difficile à garder. Vous savez, c'est le fait de prendre un magazine. Je lis très souvent les magazines féminins. Et qu'à chaque page, on a des femmes liftées, des femmes avec des grosses poitrines, des femmes qui se dépigmentent, des femmes... À force de regarder ça, on a l'impression que c'est ça la femme. C'est comme ça que la femme devrait être. On a l'impression. Maintenant, le libre arbitre, c'est à chacune comment dire, de faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a un clivage entre la femme que nous présentent les médias et la femme ordinaire. Encore que la femme ordinaire peut être celle que nous présentent les médias, il n'y aurait pas de mal. Nous avons au téléphone un monsieur de la RDC. Bonjour, nous vous écoutons. Bonjour, c'est Gustave Senga, je suis pasteur. Bonjour. Je suis vraiment intéressé par votre mission parce que j'ai toujours parlé de la femme. Je ne sais pas. Je suis content vraiment de cette émission, mais il y a une la dame là américaine qui a parlé, c'est pas comme l'impression que... Est-ce que vous pouvez parler plus fort, monsieur? Vraiment, nous ne vous entendons pas du tout. Est-ce qu'il vous est possible de parler plus fort? Je suis désolée, monsieur, pour que nous vous entendions mieux. Oui. Alors? Ah oui, j'ai des préoccupations. Oui. La première préoccupation, c'est concernant la dame américaine qui a parlé. J'ai comme l'impression que les Américains, souvent, ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Je ne sais pas, dans leurs études, ils n'apprennent pas quelque chose de l'Afrique. Or, nous, en Afrique, nous apprenons de tous les continents, nous apprenons des États-Unis, nous apprenons d'autres pays. Mais ça, c'est étonnant parce que ça a été dit aussi par une autre dame qui était dans la course avec le sénateur qui était en course avec Obama, qui disait qu'il ne connaissait aussi rien de l'Afrique. Ça, c'est ma préoccupation. La deuxième préoccupation, je voudrais savoir, est-ce que la femme elle-même a confiance en elle-même? Parce que moi, je suis en train de parler sur la femme et le monde de demain. Je crois que la femme est mieux placée à tous les atouts pour devenir, par exemple, président de la République, comme nous le voyons présentement. Et nous souhaitons que les femmes fassent un effort pour arriver à la tête des organisations internationales et même des grands pays
des grandes puissances mondiales. Parce que nous pensons que les femmes ont des valeurs en elles. Par exemple, les femmes ont l'esprit de la paix et la bonne gestion. Et nous pensons que si une femme est à la tête de l'organisation internationale, et nous croyons que le monde peut être en paix parce que nous constatons que maintenant l'homme est en train de jouer dans la gestion de certains conflits à travers le monde. Merci, merci monsieur pour votre appel. Alors je suis désolée de vous interrompre, on avait un peu de mal à comprendre, mais je vais tenter de résumer donc ce que nous dit monsieur qui appelle de la RDC. 2 points. Alors est-ce que les Américains connaissent l'histoire de l'Afrique, disait-il, en retour à ce que vous avez présenté tout à l'heure, sur cet éloignement un peu, on va dire, de l'imaginaire, je ne sais pas. Et autre question, ou plutôt autre point qu'apportait monsieur, il est tout à fait d'avis que les femmes peuvent aller là où aujourd'hui on ne les attend pas toujours, jusqu'au sommet, au sommet de l'État. Et il nous disait, les femmes ont des bonnes qualités de gestionnaire, alors vous avez travaillé dans la banque, la finance. Est-ce que vous confirmez cela, d'une part? Oui, tout à fait. Quand on confie des responsabilités à une femme, souvent on a le phénomène où elle a eu plus de difficultés pour les hommes que les hommes pour boucler ses études, pour trouver le premier stage, pour avoir le poste, que finalement elle a vraiment plus que toutes les qualités, elle a tendance à briller. Et donc c'est un phénomène qui n'est pas inhabituel de voir dans beaucoup de domaines, hein, pas que dans la finance, mais certainement dans les domaines scientifiques également. Dès qu'elles ont réellement une chance de percer, elles ne prennent pas ces chances à la légère. Et comment avez-vous évolué, vous, justement, pendant votre carrière dans un environnement a priori masculin? En fait, j'étais, encore une fois, j'étais vraiment sur le contenu et j'étais pas touchée par l'environnement dans lequel j'évoluais. Je pense que c'était plus difficile pour les autres que cela a été pour moi. C'est-à-dire, c'était très évident pour les autres qu'il y avait quelqu'un d'inhabituel dans les lieux. Une femme, en l'occurrence. Une femme de couleur, voilà. Et une femme noire, oui. Mais pour moi, si vous voulez, moi, j'étais là pour le contenu du travail. Donc, je faisais l'abstraction du reste. Et pour l'autre question, c'est vrai que dire lors du premier mandat du président Obama, c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement d'enjeux Amérique-Afrique. Et son rôle en tant que chef d'État portait sur ces questions-là. Donc, malheureusement ou heureusement peut-être, je ne sais pas, on n'a pas eu une drame internationale qui portait sur l'Afrique, qui faisait que les États-Unis devaient intervenir. Donc, du coup, ça restait sur les choses purement culturelles. Et bon, il n'y avait pas vraiment l'occasion. Mais je me souviens très bien, lors de son élection, quand il y avait tout cet engouement de la part de la communauté, de la diaspora, je mettais un petit peu les gens en garde. Je disais, vous savez, c'est le président des États-Unis, il va défendre ces intérêts-là. Il a beau être de couleur noire. Il va défendre les intérêts des États-Unis. Avant toute chose. Madame, vous êtes à Paris, bonjour. Allô, allô? Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, alors j'appelle en fait déjà d'abord pour vous féliciter pour l'émission. Merci. Et en fait, c'est l'une des rares fois d'ailleurs que je veux vous suivre en direct, donc je peux intervenir. Alors moi j'apprécie beaucoup le débat et puis je voudrais revenir juste sur la notion en fait de garder son identité, de rester soi-même et de pas vouloir forcément se fondre dans la masse ou d'être en fait dans un modèle qui est prédéfini par les médias. La difficulté que parfois les femmes noires ont à s'assumer en Occident, c'est généralement de rester soi-même. Alors on veut être comme les autres, il y a des problèmes de dépigmentation parce qu'on veut se blanchir la peau, parce qu'on veut appartenir à un certain standard, et je ne sais pas qui a dit à qui que se blanchir la peau faisait de nous des belles femmes, alors qu'en réalité on est soi-même, on a notre belle peau noire et on devrait pouvoir s'assumer comme ça dans notre identité aussi bien physique que dans notre manière de nous habiller. Et puis je veux dire aussi que par rapport à Michelle Obama, c'est vrai que c'est d'abord une américaine, c'est d'abord la femme du président des États-Unis, c'est pas parce qu'elle est noire que forcément tous les noirs devraient se reconnaître, mais je dis l'avantage qu'on a avec l'image qu'elle renvoie, c'est que c'est un problème de modèle, c'est un problème de représentativité. Et par
par rapport au fait qu'elle ait réussi à allier ce qu'elle était en tant que femme de président des États-Unis et femme noire, ça a permis aussi à toutes les autres femmes noires de se décomplexer. Même si, après, je suis pas forcément d'accord avec ce qui a récemment fait la polémique avec l'article du magazine Elle, qui présentait Michelle Obama comme celle qui est venue donner à la femme noire, comment dire ça, enfin, entre autres, qui a permis à la femme noire de s'assumer en tant que femme intellectuelle, en tant que ce que vous voulez. Je pense que non. Mais je dis juste qu'en termes de modèle, c'est une figure et que c'est pas plus mal qu'elle ait été là et que à travers d'elle, plusieurs autres femmes se soient dit, nous aussi on peut. Et puis par rapport à l'image qu'elle renvoie, ça permet aux autres jeunes, femmes noires d'Afrique ou vivant ici en Europe, de pouvoir s'identifier à elle et de se dire, ben voilà, on a un modèle et c'est quelqu'un qui nous permet d'avoir une certaine fierté. Donc voilà. Donc bravo pour l'émission, j'apprécie le thème et puis bonne continuation. Merci pour votre appel. Alors madame relève deux points, en tout cas, qui ont retenu mon attention. Je ne sais pas pour vous et je voudrais que vous commentiez ces propos. Je résume peut-être mal. La femme africaine n'aura pas attendu l'avènement de Michelle Obama pour pouvoir se projeter vers des modèles comme ceux-là. De la même manière, je crois que nous avons parlé en préparant cette émission, l'Afrique n'aura pas attendu un président Obama pour se projeter vers ce modèle-là. C'est peut-être vu d'Occident et notamment de la France qu'enfin on fait ces réflexions en se disant tiens, on va peut-être faire une ouverture, quand bien même, vu d'Afrique, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cela ou pas. C'est vrai qu'on n'aurait pas attendu Michelle Obama ou un président black américain élu à la tête de la première puissance du monde. Mais moi qui vais très souvent, qui vais très régulièrement en Afrique, je sais ce que reflète, je sais l'image que reflète Michelle Obama auprès de la jeune féminine africaine. C'est un modèle, c'est une référence, pas parce qu'elle est tout simplement première dame des États-Unis, mais à cause de certaines qualités, un ensemble de qualités qu'elle a en elle. Le fait qu'elle soit déjà une femme intellectualisée, ça vient quoi? Ça vient battre en brèche les idées reçues au sujet justement de la femme noire. Et ça permet aussi aux, comment dire, j'aime bien parler des pesanteurs sociales qui empêchent, comment dire, la scolarisation des jeunes filles par exemple. Ça génère un rêve. Le rêve de poursuivre des études, le rêve d'une carrière meilleure que celle à laquelle les femmes ont été souvent destinées, c'est-à-dire d'être juste mère et épouse. Voilà. Alors, nous avons beaucoup de points à relever, à montrer en tout cas, notamment les portraits de femmes que je voulais vous laisser le soin de nous présenter. Mais avant cela, sur ce que nous dit Madame au téléphone, des commentaires. Oui, j'ai un commentaire. On a la chance aux États-Unis que notre lutte pour les droits civiques a eu lieu quand même dans les années 50-60 et maintenant, de nos jours, on voit beaucoup mieux les fruits. Je trouve que c'est important de dire aussi qu'on a quand même un vivier du talent des Noirs américains aux États-Unis, une énorme classe moyenne noire. Hein. Et il y a d'autres modèles qu'on ne voit pas au premier plan, mais j'aimerais juste citer par exemple deux exemples. L'ambassadrice des États-Unis pour les Nations Unies, Susan Rice, c'est aussi une femme noire. C'est une très haut poste du gouvernement et elle œuvre quand même, alors c'est plutôt elle qui est en première ligne, qui œuvre pour l'Afrique notamment, pour les Nations Unies, du point de vue des États-Unis. Il y a une autre dame qui est Lisa Jackson, qui est responsable du département de l'énergie aux États-Unis, de l'environnement, pardon, de Environmental Protection. Elle doit avoir pas loin de 16 000 personnes sous ses ordres sur tous les territoires aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est super Michelle Obama, mais n'oublions pas que dans cet énorme vivier de talent, il y a d'autres personnalités. Pour être vu, il faut être à la Maison-Blanche. Oui. Oui, mais je veux dire, dans les médias de tous les jours, quand il y a d'autres sujets, on n'est pas cantonné à un sujet. On peut avoir des super compétences de diplomate et être ambassadrice aux Nations Unies. On peut être super compétence en environnement et être responsable du département environnemental. Vous voyez, on n'est pas que sur les sujets de race systématiquement. On peut être sur un sujet qu'on maîtrise, qu'on aime, une vraie matière, une vraie vocation. Finalement, on regarde ce que vous dites, des profils comme celui de Michelle Obama sont bien plus fréquents qu'on ne le pensait en tout cas. Et grâce justement à l'élection de son mari, tout le monde enfin commence à prendre cela en compte parce que avant cela, on était tous focalisés sur ce que montraient les médias et ce n'était pas forcément des femmes avec leur attaché-caisse, des femmes chefs d'entreprise, en tout cas celles que l'on voit tous les jours dans les médias, dans les journaux, la musique, les vidéoclips avec lesquels la femme que je suis un tout petit peu fâchée, ce sont des modèles d'autres
autre femme, jolie de l'extérieur, et on s'interroge souvent sur l'intérieur. Oui. Nous allons prendre monsieur en Arabie Saoudite. Merci de vous assurer d'avoir arrêté votre téléviseur pour une meilleure communication. Bonjour monsieur. Allô, allô? Est-ce que vous êtes toujours là? Monsieur, bonjour. Allô, 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 bougez la tête, bougez les pieds, je ne vous vois pas bouger. Je pense que monsieur c'est loin. C'est loin. Alors faites un essai à nouveau, s'il vous plaît. Je voulais donc proposer à nos téléspectateurs de découvrir ce vidéoblog dont on a tant parlé depuis le début. Obama à la carte. Regardez avec nous et ensuite vous aurez le soin de commenter cela. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à Obama à la carte, votre décryptage journalier de la présidence de Barack Obama et la politique américaine. On y va. Si vous n'écoutez que le discours de la droite américaine, vous pouvez imaginer que le président Obama est faible, mais vraiment très faible, dès qu'il s'agit des immigrés illégaux. Après tout, il est tellement à gauche, il est prêt à faire sauter la barrière entre le Mexique et la frontière sud des États-Unis, n'est-ce pas? Pas si sûr. Selon vous, combien d'immigrés illégaux ont été rapatriés lors de son premier mandat? 50 000? 500 000? 1 million? 5 millions? Le président Obama est sans doute très bien intentionné en ce qui concerne la réforme des lois de l'immigration. Mais tant que le Congrès est en berne et n'arrive pas à agir, il fait son travail avec les lois qui existent. Au jour d'aujourd'hui, la loi permet un rapatriement sur le champ de toute personne sans documentation en bonne et due forme, avec son casier judiciaire. C'est une situation politique bien schizophrène, car ce sont les républicains qui disent que c'est eux les garants de la sainteté des frontières. Mais ils ne soutiennent aucun effort de légiférer dans ce sens au sein du Congrès. Alors, QCM, question choix multiple. Combien d'immigrés clandestins ou illégaux ont été rapatriés sous le premier mandat du président Obama? Plus d'1,2 million à ce jour. C'est un record, sachant que dans les deux mandats de W. Bush, 1,5 million de personnes ont connu le même sort. Merci pour votre attention et à très bientôt pour le prochain numéro de Obama à la carte. Activiste déterminée, sincère, joyeuse, croyante, passionnée, et j'en oublie cette Hélène Kuntz qui vous présente ce que vous avez découvert là. Oui, désormais, vous n'avez plus d'excuses. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Si les lois sont rébarbatives à découvrir, à lire, en plus, ça n'est même pas en français, toujours c'est quelquefois en anglais. Alors, jetez-vous sur le site internet www.helenekuntz.com pour savoir l'actualité des choses qui vous concernent et puis un petit raccourci comme ça du concentré d'Obama, hein, plutôt que de rêver seulement sur le jour de l'élection. Après, il a travaillé, il s'est passé des choses, il y a une réalité qu'il faut pouvoir suivre. Elles sont sur le plateau, Hélène Kuntz justement et Charline Effa. Je voudrais, mesdames, vous proposer que nous prenions, alors on me dit de Hollande, une dame, ça n'est pas Madame Hollande, hein, comme on parle d'élection, non, mais c'est une dame qui est en Hollande. Bonjour. Bonjour Lady. Bonjour madame. Oui, je suis très contente de vous avoir au téléphone. Nous et aussi. bonjour à vos invités sur le plateau. Bonjour, madame. Oui, bonjour. On a tout à l'heure parlé de la femme, de la pigmentation de la femme. Et excusez mon français, j'appelle de la Hollande, je ne parle pas souvent français. Oui. Je vais essayer de me faire comprendre. Vous n'êtes pas la seule. Oui, on a parlé de tableaux, de magazines qui présentent la femme noire bien éclaircie et tout. Mais mon problème est, pourquoi nous les femmes noires, on ne combat pas ces problèmes-là, ces problématiques-là? On nous présente comme n'étant pas belles. Hein? Dans les magazines, on voit souvent des femmes bien éclaircies. Ça accompagne le problème qu'on a. Ça fait un très grand problème, même pour nos enfants. Tout le monde veut avoir de longs cheveux comme Beyoncé, avoir la peau très très claire. Et ça m'inquiète chaque jour. Ça me met mal à l'aise même d'acheter des magazines. Et nous, les femmes noires, je pense qu'on devait vraiment combattre ces problèmes-là, montrer que
La femme noire n'est pas seulement la femme claire, aux cheveux longs, aux cheveux teintés blondes ou je ne sais quoi. C'est une femme qui vient d'Afrique et qui vient de l'Amérique, qui sont partout. Et il y a beaucoup de teint noir. Il n'y a pas seulement les femmes claires, noires claires, qui sont belles. Il y a aussi des femmes noires foncées à le peau ébène qui sont très très belles aussi. C'est à nous, les femmes noires, de combattre ce problème. Merci, madame. Ça, Merci réaction. pour votre intervention. Merci. Alors, des réactions à ce que vous avez entendu, mesdames? Alors, c'est vrai, aux États-Unis, on a eu un énorme chantier sur ce sujet qui était plutôt à l'époque de mes grands-mères. Hein, c'est évacué à ce jour. Oui. Mais peu après la fin de l'esclavage, ce problème de peau, couleur de peau, échelon de couleur de peau, c'était sur la table. Et il fallait que ça soit vraiment... C'était très difficile hein, au sein de la société noire. Hein. Là, c'était purement entre les Noirs. Et ce problème a dû être traité. Quand les droits civiques ont été enfin travaillés sur un problème politique, c'est là où ils ont inventé Black is Beautiful. Black is Beautiful, et puis il fallait vraiment l'assumer, mais toutes les couleurs de peau. Alors, je comprends ce que dit la dame, mais on ne peut pas non plus ignorer, même ici en Europe, hein, qu'il y a une échelle de couleurs, que ça va du très clair au très foncé. Parfois, c'est tout à fait naturel d'aller du très clair au très foncé, et il faut qu'on s'aime toutes entre nous et accepter cette échelle de couleurs et que ça ne soit pas une bataille clair-foncé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est un peu plus subtil ce qu'elle dit. Bien sûr, si vous êtes foncé de peau, mais aimez-vous, c'est certainement très joli. Mais je pense qu'on connaît toutes hein, des enfants qui sont, par exemple, métissés. Que faire? Hein, parce qu'ils sont naturellement un petit peu blondinettes et tout. Donc, il faut élargir le spectre et être dans un amour qui est plus large, qui est peut-être plus représentatif au sein même de la communauté et qu'on ne s'oppose pas aux uns et aux autres. Parce que en dehors de la communauté, c'est ce qu'on attend de nous, c'est qu'on trouve des points de désaccord entre nous. Et aux États-Unis, on a réussi à évacuer ça. Et pour ça, c'est la raison pour laquelle Obama, par exemple, peut avoir un front uni de personnes. Par exemple, je sais qu'il avait capté le vote noir à 98% la dernière fois, avec des nouveaux électeurs qui sont venus s'inscrire sur la liste électorale pour la première fois à cause de lui. Donc, je trouve que son point est pris, mais il faut élargir le débat, être un peu plus large. Comment voir ce problème de couleur? Oui. Des réactions, madame nous dit pourquoi les femmes ne s'emparent pas de cette question. Est-ce que c'est finalement seulement la question des femmes? Parce qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière tout cela. Il y a quelqu'un qui s'appelle un homme. Et, ma foi, les modèles de femmes qui sont plébiscitées, en général, ce ne sont pas seulement les femmes qui ont un avis à donner, c'est que les femmes se regardent dans le miroir des hommes. Oui, c'est vrai, mais moi, j'aime bien toujours pointer du doigt les médias. Excusez-moi. Parce que non, allez-y, vous serez plus là. je sais que les femmes qui sont médiatisées, c'est souvent ces modèles-là, des femmes à la peau éclaircie. Ouais. Si, de temps en temps, on avait une petite représentation, même une grande représentation des femmes à la peau plus foncée, je pense que ça arrangerait déjà pas mal certaines choses. Et aussi, ce qu'il faudrait faire, parce que la dame disait comment est-ce qu'il serait possible justement de prendre en charge ce problème, de solutionner ce problème. C'est aussi de faire des campagnes de sensibilisation sur les méfaits des produits éclaircissants. Car il est important de préciser que ce n'est pas la couleur d'origine de tel ou tel qui est le problème, c'est le processus chimique auquel on recourt, alors que ce soit pour se foncer la peau, parce qu'on dit qu'il y a des cancers de peau, bronzage extrême, douleur extrême, ou de se l'éclaircir, c'est le véritable problème. Oui, oui, il y a ça aussi. Et puis il y a aussi la femme qui se regarde justement à travers le regard d'un homme, à travers le regard de son homme. J'ai eu des témoignages dans certaines contrées en Afrique où des hommes, ils ont, comment dire, pour eux, épouser une femme métisse est comme un trophée. Épouser une femme à la peau claire, je connais des femmes d'origine sénégalaise qui m'ont témoigné, parce que je parle avec beaucoup de femmes dans l'écriture de mes romans, qui m'ont témoigné qu'après leur mariage, leurs époux sont allés acheter des produits éclaircissants et leur ont dit « éclaircis-toi la peau ». Il y a aussi ça, il y a aussi le besoin de paraître belle, malheureusement. Et je pense qu'il faut qu'on travaille justement à changer les mentalités des femmes. J'aime bien ce slogan « Black is beautiful » et j'aime bien voir les femmes au teint naturel qui se prennent en charge, qui montrent aussi justement que ce qu'on ne doit pas voir chez la femme, c'est l'aspect extérieur.
ce n'est pas ça qu'on doit voir seulement. C'est l'aspect intérieur, ses valeurs intrinsèques, c'est la femme intelligente, c'est la femme porteuse de projets, c'est la femme entreprenante qu'il faut favoriser, qu'il faut prioriser, et non forcément la femme à la peau éclaircie, la femme superficielle. Ça n'est pas que l'apparence qui compte, c'est aussi la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque, oui. Je vous disais tout à l'heure, pour qui écrivez-vous? Seriez-vous, un jour, on est là pour faire une mutualisation d'expérience, porté à faire, plutôt qu'un livre, plutôt que des livres seulement, des blogs aussi, dans un registre où une société du 21e siècle, on aime les raccourcis, on aime aller droit à l'essentiel. Pourrait-on imaginer que ces valeurs que vous voulez porter, mettre en avant, vous en fassiez état sur un vidéoblog, vous aussi? Pourquoi pas? Ce sera peut-être envisagé. Pour l'instant, ce que j'envisage à moyen terme, c'est justement des représentations théâtrales. J'allais en venir justement. Alors, qu'en est-il? J'ai une représentation théâtrale qui va se dérouler le 26 mai prochain à Paris, dans le 11e arrondissement. Et c'est justement, ça va être des extraits du roman qui parlent des différents profils de femmes, qui parle de la femme qui est justement prise entre ce dilemme d'être mère ou être femme. Être mère, comme selon la société, comme la société nous définit, ou être femme, c'est-à-dire ses projets personnels et refuser d'être mère. Donc il y a différents profils de femmes comme ça qui vont être théâtralisés le 26 mai prochain. Et qu'est-ce qui a fait le choix des thématiques à mettre en scène? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la compagnie théâtrale? J'ai travaillé avec la compagnie théâtrale. C'est vrai que le choix est venu. Les choix des thématiques sont de moi. Mais j'ai demandé quand même l'avis de la metteur en scène de la compagnie théâtrale. Si vous voulez, l'avis d'un homme dans mon oreillette, il disait, mais est-ce qu'on ne peut pas être femme porteuse de projet et porteuse de bébé? Alors, retour sur ces modèles de femmes, donc à la faveur du Black History Month aux États-Unis. Je voudrais rappeler donc que la thématique cette année, c'était les femmes noires et leur apport dans l'histoire, la culture des États-Unis. Quelques photos que je voudrais vous laisser le soin de commenter, leur vie privée, leur carrière si vous pouvez. Alors, regardez avec nous. Alors, j'ai essayé de... Ah, c'est peut-être pas les bonnes photos. J'ai essayé de prendre des tranches de vie dans le temps, remonter un petit peu dans l'histoire, et j'ai une faible pour toute matière scientifique, donc je voulais mettre en exergue des femmes qui avaient fait des accomplissements dans les domaines scientifiques. Il y avait beaucoup de premières, je ne sais pas qui on voit à l'écran, mais... non, ça c'est pas Norm American, non. Non, mais juste quelques exemples. J'avais isolé Bessie Coleman, qui était une femme du Sud, qui... Si vous êtes d'accord, on va y aller avec les photos à l'image, sinon on sera perdu. OK. Alors voilà, donc ça c'est Bessie Coleman qui, dans les années 20 de mémoire, a pu obtenir un diplôme d'être pilote. Alors ce n'est pas pilote comme à nos jours, parce que figurez-vous que les lignes aériennes, telles qu'on les connaît, ne fonctionnaient pas. Donc elle était pilote qui travaillait au fait dans les foires, et malheureusement elle est morte très jeune, à 34 ans. Elle est morte en tombant d'un avion. C'était des avions avec 2 sièges, pas toujours couverts, très dangereux. De nos jours, on dirait que c'était une folie d'avoir fait ça. Et pour la petite histoire, il faut quand même le dire, elle était à Chicago, elle cherchait partout aux États-Unis, personne ne la prenait pour ses difficultés de ségrégation qui était dans la loi, et elle est venue en France faire ses études pour apprendre à devenir pilote. Car en France, on en parlait aussi, la question, le racisme est présent, mais vécu différemment. Autre femme alors ça c'est une dame plus contemporaine qui est toujours avec nous, heureusement. C'est Irene Long, et pendant de nombreuses années, elle a fait toute sa carrière à la NASA, et c'est elle le chirurgien en chef, responsable des équipages qui allaient en espace. Donc vous ne partez pas en espace et vous ne revenez surtout pas sans que madame et vous auscultez. C'était sa très lourde responsabilité, la santé de tous les astronautes. Oui. Autre portrait de femme. Alors cela, vous voyez, alors comme moi j'étais jeune aux États-Unis, on inculque quand même pas mal. Je me rends compte maintenant que je vois que ça se fait pas ailleurs. Quand j'étais jeune, moi je connaissais tous les héros noirs américains. C'était un passage obligé. Alors cette dame-là, c'est Madame C.J. Walker. On le crédite d'avoir inventé les produits de cheveux, n'est-ce pas? Hair products, oui, des produits défrisants. Mais
et qui aussi, à cette époque, il faut quand même mettre dans son contexte du 19e siècle, qui a aussi résolu un certain nombre de problèmes d'hygiène. Elle était beaucoup plus, elle était chimiste et c'était aussi pour introduire une meilleure hygiène de vie pour que les gens avaient pris l'habitude de se laver la tête tout simplement. Autre portrait de femme dans Lady vous écoute. Alors, cette dame-là est extraordinaire. Mae Jemison, elle était astronaute qui a fait, je pense de mémoire, 2 ou 3 virées dans l'espace. Et elle est à la retraite maintenant, bien qu'elle soit toujours assez jeune. Première femme noire en espace. Elle était bachelier à 15 ans. Elle est une bête de diplôme. Elle doit avoir plusieurs doctorats. Et ce qui est intéressant dans son histoire, c'est qu'elle a un côté très humoriste, par exemple. Elle est capable elle est allée à Hollywood faire plusieurs films qui traitaient le thème de l'espace, dans la série Star Trek, par exemple. Donc, elle est astronaute dans la vraie vie, mais aussi un petit peu à le petit écran. C'était drôle. Voilà, vous ne le saviez pas. Il y avait une photo d'homme, pourtant. Il y avait un homme qui vous est cher. Oui. Alors, s'il est là, ce n'est pas parce que c'est une femme, c'est parce que une femme peut en parler et pas n'importe laquelle. Alors, de qui s'agit-il? Ça, c'est mon père. Ça, c'est Dr. Samuel Kuntz. Il est décédé en 1981. Malheureusement, il était très jeune. Il n'avait que 51 ans. Mais dans sa courte vie, il avait vraiment une carrière fulgurante et il a fait le deuxième chirurgie de rein, transplantation de rein. C'était aussi, à sa manière, je dirais, un homme un petit peu politique, parce qu'il a œuvré pour les lois, il a fait des témoignages devant le Congrès américain, parce que vous voyez, dans les années 60 et 70, ce n'était pas si évident comme ça que, voilà, je vais prendre un rein d'un blessé de la route et on va traverser plusieurs kilomètres pour faire une greffe et un don d'organes. Toutes les lois des greffes et des dons d'organes n'étaient pas du tout ficelées à cette époque. Donc, il a vraiment œuvré pour que le don d'organes devienne plus systématique, que la greffe d'organes soit mieux financée et plus particulièrement pour les reins. C'était l'œuvre de sa vie. Il a fait plus de 500 interventions chirurgicales et sauvé de nombreuses vies. Voilà, merci pour ce petit détour historique. On ne connaît pas toujours l'histoire. Et pour parler dans un autre contexte, quelles sont les femmes aujourd'hui qui sont des modèles pour l'Afrique? On a parlé de Michelle Obama pour les raisons que vous avez expliquées, mais sur le continent même, quelles sont les femmes qui mériteraient d'être, encore que quand je dis ça, je me mesure, quelles femmes ne mériteraient pas d'être un modèle? Toutes les femmes sont belles de l'intérieur et de l'extérieur, mais quels sont les modèles qui en œuvre aujourd'hui? Les modèles en œuvre aujourd'hui, je pense à une femme, Wangari Maathai, oui, qui est un modèle, vraiment un modèle, un pilier qui inspire pas mal de femmes en Afrique. Mais maintenant, il faut dire que les femmes qui émergent en Afrique, celles qui sortent du lot, sont encore relativement méconnues, sauf celles qui occupent des grandes responsabilités politiques. Celles-là, on en parle, mais celles qui travaillent un peu dans l'ombre, mais qui font du bon travail, on n'en parle pas vraiment. Donc, des modèles à proprement parler féminins africains, on n'en connaît pas beaucoup, malheureusement. On n'en parle pas beaucoup, c'est pourquoi on n'en connaît pas. On ne les connaît pas. Est-ce que ces modèles qu'on a vus, pensez-vous que les gens vont se dire, les jeunes notamment, quand je serai grande, je serai chasseur, pilote de chasse, je serai astronaute, en se disant, oh non, c'est aux États-Unis, là-bas, tout est possible pour toutes les femmes qui veulent? Les jeunes, j'espère que les jeunes penseront comme ça, parce que étant enseignante de profession, je sais que les jeunes, quand ils ont 15-18 ans, ils pensent plus à être chanteuse qu'être astronaute, qu'être autre chose, qu'être avocate. Mais j'espère vraiment qu'avec ces modèles de femmes, il y aura une prise de conscience pour qu'on pense vraiment à exceller dans les projets professionnels de ces jeunes filles. Retour dans Obama à la carte, autre élément vidéo que vous nous commenterez après. Regardez avec nous. Bonjour et bienvenue à Obama à la carte, votre décryptage journalier de la présidence de Barack Obama et la politique américaine. On y va. Du côté républicain, c'est parfois un concours de crazy. C'est qui est le plus fou d'entre nous? Mais récemment, le candidat très conservateur, Rick Santorum, a battu un record.
Selon vous, le candidat Santorum a déclaré que le diable est dans les cantines scolaires, les bibliothèques publiques, les cursus académiques ou dans le programme spatial. Le sénateur Santorum ne veut rien savoir. Il est venu chercher président Obama sur le terrain des études, les siens et ceux des autres. Vous voyez, afin de garder les États-Unis dans la course mondiale, le président dit ouvertement qu'il faut œuvrer pour avancer les études scientifiques et mathématiques. Et Rick Santorum est super pas d'accord. Un problème de coût, ça pèse sur les dépenses publiques. Il n'en est rien. Rick Santorum a dit que ça ne sert à rien de finir, voire de faire des études, et que le gouvernement se mêle de ce qui ne lui regarde pas en insistant que les jeunes aient envie de poursuivre les études supérieures. Alors, QCM, question au choix multiple. Où le candidat Santorum trouve-t-il le diable? En classe, dans les cursus académiques, qu'il proclame infestés par des professeurs de gauche qui cherchent à endoctriner les jeunes et non les aider à avoir un esprit critique. Il y a un nom pour cela, ça s'appelle de l'obscurantisme. Merci pour votre participation et à très bientôt pour un prochain numéro d'Obama à la carte. Bonjour et bienvenue à Obama à la carte, votre décryptage journalier de la présidence de Barack Obama et la politique américaine. C'est parti! Dans ce numéro baptême du vidéoblog, je commence avec le chiffre 280. Il y a 280 jours d'ici au 6 novembre prochain, le jour de l'élection présidentielle aux États-Unis. Président Obama est le 15e président démocrate depuis l'histoire des États-Unis. Le parti a été fondé par Thomas Jefferson dans les années 1780. Aujourd'hui, nous comptons 72 millions d'électeurs déclarés dans le camp démocrate et que 55 millions dans le camp du Parti républicain. Rien qu'avec cela, le président est bien placé pour être réélu. Si notre cher président est réélu pour un deuxième terme, il sera le 21e président américain à servir 2 mandats. Saviez-vous qu'il y avait un président américain qui a servi 4 mandats? Il s'agit de FDR, Franklin Delano Roosevelt. Bien qu'il soit mort peu après son 4e élection, Roosevelt, un démocrate, a été président successivement de 1933 jusqu'à sa mort en 1945. Suite à ce palmarès, la Constitution des États-Unis a été tout de même modifiée. Les pères fondateurs auraient voulu explicitement, 175 ans auparavant, qu'aucun gouvernement monarchique ou quasi-monarchique ne s'installe dans le pays. Donc, le 22e amendement de la Constitution a été adopté en 1947, limitant la présidence à 2 termes de 4 ans. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un prochain numéro d'Obama à la carte. Retour plateau dans Lady vous écoute, nous vous le disions, le président Obama et son mandat ne devraient plus avoir de secret pour vous. Vous savez où il faut vous ruer pour en savoir plus. Autre adresse internet www.charlène-effa.com. Notre invité avec Hélène Kuntz sur le plateau, Charlène Effa, romancière, un roman qui campe la situation des femmes, des filles. Vous avez à cœur, vous l'avez dit, tant et tant de fois, les pesanteurs sociales africaines qui formulent trop d'attentes vis-à-vis des filles, vis-à-vis des femmes. Mais qui est-ce qui va pouvoir changer les choses?
Est-ce que c'est cette pièce de théâtre qui est mise en œuvre, je vais en rappeler la date, c'est le 26 mai prochain de 16h à 19h au théâtre Le Passage vers les étoiles, c'est bien cela? C'est ça. Le nom du théâtre. Alors l'adresse est importante si nous voulons que nos téléspectateurs se déplacent. C'est au 17, Cité Jolie, Paris 11e. 17, Cité Jolie, Paris 11e, où on pourra donc vous voir, parler avec vous. Mais pensez-vous que ce soit les vidéoblogs, quel que soit le registre, des émissions télé, comme Lady vous écoute modestement, des livres, des romans comme le vôtre ou encore des pièces de théâtre, pour changer ces choses, pour créer des mutations sociales, par où faut-il commencer? Quel est le raccourci à votre avis? Je crois qu'il faut aller sur le terrain. Oui. Il est important de travailler avec les ONG qui sont sur place pour notamment déjà commencer à favoriser, ça me tient à cœur ce sujet, favoriser l'éducation des jeunes filles, l'accès à l'éducation des jeunes filles. Donc on peut bien écrire que ce soit sur Internet ou un roman, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut vraiment aller discuter avec les personnes concernées par ces problèmes et mettre des solutions qui soient en adéquation, avec leurs problèmes. Donc il faut travailler. Je sais qu'il y a pas mal d'ONG, d'associations qui œuvrent dans ce sens. Donc il faut justement épauler ces associations, ces ONG qui travaillent dans la construction des écoles, dans le fait d'acheminer vers l'Afrique des ouvrages scolaires, des livres pour que les jeunes filles qui sont lésées aient accès à l'éducation. Donc on a besoin d'être sur le terrain pour permettre ces mutations sociales. Alors j'aime bien faire servir de passerelle. Oui. Que pourriez-vous, voilà, si je vais arriver à le dire, n'est-ce pas? Que pourriez-vous avoir comme attente en l'endroit de la femme qui est en face de vous, par exemple? À l'endroit de... Pour nourrir justement ce que vous venez de nous présenter. Déjà, c'est étant donné que ce sont des profils différents, mais la thématique, on se retrouve autour de la même thématique, c'est-à-dire la femme, et la femme dans ses différentes singularités. Ce que moi j'attendrais, par exemple, de la dame en face de moi, c'est à son niveau déjà, puisqu'elle est dans le domaine de l'écriture. C'est vrai que c'est de l'écriture sur Internet, de dresser un partenariat avec les associations et les ONG justement qui travaillent sur le terrain en Afrique ou ailleurs par rapport à la redéfinition du statut de la femme, de travailler ensemble par rapport à ça. Et la question est valide dans l'autre sens aussi. Il y a certainement quelque chose à faire parce que, par exemple, pour le Black History Month, tous les ans, il y a un thème qui, à mon sens, n'a jamais été traité, ou du moins pas récemment. C'est, par exemple, les passerelles entre les Nord-Américains et l'Afrique. C'est un chantier qui reste à faire. Donc ça, il faut connaître des gens. Dit comme ça, ça a l'air bien, mais après, si on ne connaît pas les gens, c'est moins concret. Donc effectivement, et c'est vrai que côté vidéoblog, il faut l'écrire avant que ça devienne vidéo. Et comme vous, j'étais vraiment dans les instances militantes, des instances politiques, voilà. Et puis, avec des réunions qui étaient souvent très, très longues, très détaillées, et de distiller tout ça pour faire quelque chose de pertinent, d'intéressant, d'accrocheur, qui dure que 2 minutes, parce que je me suis dit sur Internet, le temps d'attente, le temps d'ennui, c'est assez vite. Donc, au-delà de 2-3 minutes, ça passe plus. Donc, effectivement, il faut des passerelles entre cette vie de terrain, mais aussi la vie médiatique. Autre femme au téléphone, vous êtes à Saint-Michel-sur-Orge. J'espère que vous avez arrêté le son de votre téléviseur. Bonjour. Oui, je découvre votre émission. Je salue donc ces personnes qui sont sur le plateau. Je trouve ça super intéressant de pouvoir montrer justement les femmes qui ont réalisé des choses dans la communauté négro-africaine notamment. Et en fait, c'est plutôt une suggestion que je voulais faire, à savoir que ce serait peut-être intéressant à chaque émission de présenter un personnage de la communauté négro-africaine, puisqu'il est clair que notre histoire, on ne la connaît pas. Oui. Vous m'entendez? Parfaitement, et d'ailleurs, je vous ai entendu avant que vous émettiez votre vœu, et justement, nos invités de chaque jour sont ces personnes de la communauté négro-africaine que nous vous présentons à travers ce qu'elles font aussi. Oui, bien sûr. Les contemporains, bien sûr, ils viennent sur le plateau pour nous présenter des choses, mais je veux dire, les personnes qui ont marqué l'histoire, je pense que pour les générations futures, c'est important.
d'avoir une référence. Vous avez pleinement raison. Merci pour votre contribution. En effet, peut-être que cette amnésie historique pourrait être colmatée comme cela. D'ailleurs, vous qui nous regardez, nous vous en laissons aussi la charge. Proposez-nous des portraits. Une adresse internet, Lady vous écoute, @telesud.com sur le bas de vos écrans. Adressez-nous des petits portraits de des personnages que vous connaissez. Nous les mettrons en image et vos téléphones, n'est-ce pas? C'est avec vous que cela se fera. C'est ça l'interactivité. Des réactions, pour en revenir donc à ces femmes que vous nous avez présentées, il y a quelque chose caché derrière dont on n'a pas parlé, c'est leur vie de femme. Vous nous disiez tout à l'heure, quand un homme est dans une interview, on ne lui demande pas, mais alors, est-ce que votre femme, elle sait que vous êtes là aujourd'hui? Et qui est-ce qui garde les enfants pendant que vous êtes venu nous répondre? Et pourtant, pour les femmes, la question, elle est sous-jacente. Alors, pour ne pas parler de vous, je ne voudrais pas vous offenser, mesdames, mais celle que vous nous avez présentée, j'ai regardé un peu les biographies, c'est divorcer vite, c'est, voilà, il y a une vie privée un tout petit peu en difficulté par rapport à cela. Une vie privée extrêmement mouvementée. Par exemple, cette dame-là, Madame C.J. Walker, bon, c'était très typique à son époque, mais elle était mariée, je pense, à 14 ans. Elle était veuve à 18 ans. Enfin, des choses qui, de nos jours, ça paraît complètement dramatique. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire dans sa très courte vie aussi, hein, parce que morte des maladies très jeune, donc, elle avait la petite cinquantaine. Elle était millionnaire. Vraiment de son propre business à l'époque. Et elle a fait construire une maison à New York, à la campagne. Et elle a pris le seul architecte noir de l'époque pour construire cette maison. Elle a pu aussi léguer son affaire à sa fille, heureusement. Mais effectivement, parmi ses portraits, il y avait des femmes qui n'avaient pas, il n'y avait pas de suite, tout simplement. Aussi, certaines femmes de cette époque-là aussi, il n'y avait tout simplement pas de suite. Madame en Allemagne, bonjour. Oui, bonjour, j'aimerais intervenir à l'émission d'aujourd'hui. J'ai dit bonjour aux dames qui sont sur le plateau et à vous aussi. Bonjour, madame. J'aimerais intervenir un peu sur les sujets dont on a parlé. Il y a deux téléspectatrices qui ont appelé pour un peu critiquer pourquoi les femmes se décapent la peau. Bon, moi je pense que pour les femmes africaines, c'est un problème qui est vrai, mais ce n'est vraiment pas la priorité dans les débats, comment les femmes négro-africaines peuvent évoluer. Pour moi personnellement, je me décape pas la peau, mais je pense que ça entre dans les cadres des libertés des personnes. Parce que je vais vous raconter peut-être l'histoire. Moi, j'aimais par exemple des fossiles. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a fait un procès sur ça. Pourquoi tu es une femme africaine, tu mettrais des fossiles dans des faux angles. Je pense que c'est quelque chose qui entre dans la liberté de tout un chacun et que chez nous, les femmes négro-africaines, nous avons d'autres priorités, des problèmes vraiment qui nous concernent, parce qu'on peut aussi faire peut-être un procès à une autre personne. Pourquoi tu mets des lissages, pourquoi tu mets des faux angles, ou bien pourquoi tu t'embellis avec un rouge à lèvres ou quelque chose d'autre. Mais le problème réel, ça serait peut-être que les femmes puissent créer une dynamique, surtout pour les filles en Afrique, afin qu'elles puissent avoir droit à la scolarisation. Moi, j'ai été scolarisée, par exemple, en Afrique. J'ai jamais vu où quelqu'un de plus clair devait avoir des meilleures notes parce qu'elle est claire et l'autre qui est sombre devrait recevoir, par exemple, des fausses notes. Nous devons lutter contre la médiocrité. Je pense que cela est vraiment prioritaire. Je dis pas que c'est pas un problème, mais je pense pas que ça entre dans le cadre des priorités, des problèmes des femmes négro-africaines. C'est mon avis. Merci pour votre appel. Alors, pour nuançons tout de même, madame, qu'il y a une véritable question de santé derrière cela. Ça n'est pas que pure polémique non plus. Quant aux notes que donnent les enseignants, il faudrait que les instituteurs d'école nous appellent pour savoir à laquelle la plus jolie des élèves ils donnent la bonne note. Ça n'est pas non plus nous qui l'inventons. D'ailleurs, ne parle-t-on pas de MST que l'on entend dans le milieu scolaire comme moyenne sexuellement transmissible, à savoir l'enseignant va donner telle ou telle note en fonction de la relation privée qu'il aurait réussi à entretenir avec l'élève, hélas. Vous avez, alors, j'ai parlé d'américaine par alliance congolaise? Oui, mon époux est du Congo-Brazzaville. Oui, voilà, il est, mais on s'est rencontrés ici à Paris. Et vous connaissez le Congo, donc? Non, pas du tout. Non, je ne suis jamais allée. C'est pour bientôt. Un jour, peut-être. Congo à la carte, ce sera après le vidéoblog. Ah, ça ne sera pas le même contenu. Voulez-vous réagir à ce que nous dit madame en l'occurrence? Parce qu'il y a donc, lorsqu'il y a des questions, que ce soit celle de la dépigmentation de la peau ou autre, souvent la communauté afro-africaine notamment va se sentir stigmatisée et donc on va avoir du mal à travailler en profondeur parce qu'on se dit mais c'est pas la peine en plus à la télévision, vous étalez nos petites misères, l'Afrique n'est pas que cela.
des réactions à ce que dit Madame au téléphone? C'est une question qui interpelle. J'ai eu pas mal de réactions par rapport à ça. Et même le roman que j'écris actuellement traite justement de la question de la race et la question de la peau. Et des réactions de ce genre, j'en ai tout le temps. Mais c'est comme vous avez dit tout à l'heure, il est important, il est urgent d'en parler parce qu'il y a quand même des risques sanitaires qui sont liés à la dépigmentation de la peau. Je ne dirais pas que ce soit le problème prioritaire. Il y a plusieurs problèmes dont on doit parler concernant la femme négro-africaine, comme elle l'a dit. Mais la question de la dépigmentation de la peau, pour moi, à mon avis, est très importante aussi à cause des risques, excusez-moi, à cause des risques sanitaires qui sont liés à toutes ces femmes qui se décapent la peau. J'ai eu aussi pas mal, on a des images qui circulent sur Internet de ce que sont devenues ces femmes qui ont utilisé des produits à l'hydroquinone, des produits éclaircissants. Donc il est important quand même, en tant que femme, pour celles qui sont mères aussi, de conscientiser les plus jeunes à ne pas justement avoir accès à ces produits. À mon avis, c'est pas quelque chose de banal. Il est important d'en parler. Et moi, je vais plus loin, c'est-à-dire, ça ne s'arrête pas un problème sanitaire. Imaginons qu'un jour, ils inventent un produit qui décape, qui n'est pas dangereux pour la santé. Je suis toujours pas d'accord. En étant mère, je suis toujours pas d'accord que ma fille aurait souhaité un jour changer de couleur de sa peau. C'est juste pas possible. Mais vous savez, je veux revenir un petit peu sur le Black History Month, parce que les professeurs, les chercheurs qui l'ont inventé à l'époque, il y avait un livre qui était écrit par l'un d'eux, je ne sais pas comment le traduire, mais en anglais, c'est The Misunderstood Negro. Et ça parle précisément de l'internalisation de la haine qui ne peut qu'en découler qu'après des siècles d'esclavage ou des siècles de colonisation. On ne peut pas imaginer que des peuples reviennent à un amour de soi qui est saine et réel. Et vous savez, ce problème de décapant la peau, ça existe aussi en Inde. Aussi un pays qui a été colonisé, voilà, où les mœurs anglais, ils sont beaux et ça fait 70 ans qu'ils sont partis. Et pourtant, c'est aujourd'hui, c'est plutôt chez les hommes d'ailleurs qu'ils souhaitent s'éclairer. Donc, la question sanitaire, certes, mais moi, je préfère aussi attaquer le problème Black is Beautiful parce que c'est le jour où ils découvrent un moyen de le faire sans que risque de santé, il y a aussi un gros problème d'amour de soi derrière. C'est pas juste un problème sanitaire, c'est le problème qui est néfaste dont vous parlez, c'est le manque d'amour de soi et de sa communauté. D'estime de soi. Oui. Vous parlez de transmission de la mère à la fille, on en a un peu parlé sur le mode, la manière de transmettre certaines choses. Alors, que ce soit pour l'éducation, que ce soit sur le fait de s'assumer, être femme pleinement et pas à part entière et non pas entièrement à part. Est-ce que les mamans vont dire aux jeunes filles, bon alors ma fille, assois-toi là, il faut que je t'explique un certain nombre de choses sur la vie, voilà ce que tu devrais savoir, qui pourrait arriver. Est-ce que c'est solennel? Est-ce qu'il est des moyens efficaces, à votre avis? Si oui, lesquels? Pour pouvoir donc transmettre toutes ces choses de manière à ce que les femmes de demain soient des femmes aguerries. La transmission de mère à fille, oui. Je crains de ne pas avoir bien saisi. Oui, la transmission, la manière de transmettre d'une génération à l'autre, une génération de femmes à une génération de jeunes filles. Oui, si on va dans le cadre plus étroit de la famille, je pense que la transmission se fait au jour le jour, tous les jours, entre une mère et sa fille. Mais je pense qu'aujourd'hui, on utilise plus l'école, l'éducation, pouvoir assurer cette transmission. C'est pourquoi les enseignants sont un peu des parents de substitution. Mais l'école peut-elle tout faire? L'école doit-elle tout faire? Et qu'en est-il de la responsabilité des parents et des mamans, justement? L'école ne peut pas tout faire. L'école a ses limites. Et je pense que l'école vient juste compléter ce que les parents n'ont pas pu faire, n'ont pas terminé de faire, je dirais. Donc, je pense que les parents ont une responsabilité. La mère a sa responsabilité, a des choses à transmettre à sa progéniture et à l'école de compléter aussi. Alors, sur les moyens de le faire, oui. Pour en revenir à cette discussion, en préparant cette émission, comment aux États-Unis, d'une génération à une autre, entre femmes, se transmettent certaines notions, notamment vis-à-vis du statut de la femme et de la relation sociale avec les hommes? Oui, alors il y a quand même un phénomène dans l'histoire des États-Unis, c'est qu'on avait une ségrégation qui était réelle et imposée par la loi. Donc on avait une société où les Noirs étaient complètement à part. Et dans leur partie à part, ils ont créé des écoles, jusqu'à des grandes universités, vraiment des communautés qui fonctionnaient. Bon, après, il y avait un problème de discrimination et pas d'égalité dans la société, mais quand même, ça fonctionnait. Donc,
quand le racisme a été cassé par l'accès aux droits civiques, l'idée qu'on reste quand même entre nous, qu'on s'assume en communauté, qu'on a des choses à se dire, qu'il faut transmettre aux enfants, par exemple, comme le Black History Month. Oui. Quand moi j'étais petite, tous les ans, on allait dans les manifestations de Black History Month, et c'est comme ça que j'apprenais sur les grands héros de l'histoire noire américaine, parce que j'allais certainement pas l'apprendre dans des écoles, que ce soit publiques ou privées d'ailleurs. Donc c'était la responsabilité de la communauté, oui, que la communauté s'assumait pleinement. Et donc, sur, on va dire, la féminité, comment est-ce que cette transmission se fait-elle? Est-ce que la fille regarde la mère vivre et tire des leçons, ou est-ce qu'il y a vraiment un message, des messages adressés de manière solennelle en disant, ma fille, il faut que tu saches que dans la vie, ce sera comme si, tu ne devras pas faire ci, tu devrais plutôt faire cela? Oui, je pense qu'il y avait quand même, alors peut-être c'était le phénomène de mon époque, et je pense que c'était aussi l'œuvre d'un mouvement féministe qui avait pris corps aux États-Unis. Mais moi, j'ai énormément bénéficié, que ce soit plus à la maison ou même dans les instances un petit peu intermédiaires, où effectivement il y avait le problème sanitaire des jeunes femmes était pris à part, et c'était inculqué pour ne pas tomber dans les gros soucis que l'ignorance peut engendrer, tout simplement. En Afrique, excusez-moi, oui, en Afrique par contre, il y a une certaine pudeur encore en Afrique. On regarde la mère faire. On baisse les yeux. Voilà, on baisse les yeux. On essaie de copier comment elle fait, parce qu'il y a une certaine... Et on copie ses erreurs aussi quelquefois? Malheureusement, oui. Oui. Malheureusement, oui. C'est pourquoi il est vraiment important qu'il y ait une dynamique, comment dire, des énergies qui se déploient justement pour pouvoir aider, seconder ce que les mamans auraient dû faire auprès des jeunes filles, parce que avec l'éducation que ces mamans ont reçue, il y a beaucoup de pudeur qui fait en sorte qu'on ne transmette pas vraiment aux filles ce qu'il faut. Mais c'était peut-être une pudeur qui était dans la douleur. Vous voyez ce que je veux dire? Une pudeur qui était suite peut-être à des choses un petit peu dramatiques, alors que peut aussi être... chez moi, c'était beaucoup plus pour préserver la pudeur. Il fallait justement avoir accès aux soins, il fallait avoir accès à la contraception, etc., pour que la pudeur peut rester intacte. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Dans le cas de l'Afrique, je ne parlerai pas de pudeur en pensant à la douleur. Je pense que la pudeur, c'est parce qu'il y a des choses, il y a des sujets qui ne sont pas dits, il y a des thèmes qui ne sont pas abordés, même entre mère et fille, il y a des choses qu'on occulte, qu'on oublie de dire, et c'est une erreur. Par exemple, l'éducation sexuelle des jeunes filles. Moi, j'ai appris cela au collège. Alors que vous aviez déjà le temps de faire des bébés. C'est au collège que j'ai été enseignée par mon professeur qui était un homme. Qui plus est, donc, qui y va comme il y peut. Nous allons prendre madame à Saint-Michel-sur-Orge pour finir. Et je ne sais pas si c'est madame d'ailleurs qui proposait de faire des portraits à chaque émission. Alors faites-nous la promesse tout de même de faire asseoir des jeunes générations devant les écrans pour que le travail de portrait ne soit pas vain. Bonjour à nouveau. Oui, allô, je voudrais juste compléter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Effectivement, on parle beaucoup d'école et je suis tout à fait d'accord. L'éducation commence au berceau. Et très souvent, nos parents, on pense que l'école peut apporter toutes les réponses. Et on a tendance, j'ai l'impression, à confondre l'instruction et l'éducation. Donc, il y a l'instruction d'une part. Et c'est vrai, on a besoin d'envoyer les enfants à l'école, etc. Mais le contenu, moi, je m'interroge sur le contenu de l'école. Qu'est-ce qu'on leur inculque véritablement ? Et pour reprendre un peu ce que la dame, j'ai pas retenu son nom, a dit, la dame américaine, elle disait que en fait c'est pas à l'école qu'on apprend par exemple notre histoire. Qu'on soit des Antilles, qu'on soit des Amériques, qu'on soit de l'Afrique, quand on vous apprend que les ancêtres étaient gaulois et tout ça, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de connaître nos héros. Nos enfants ont besoin d'avoir ces références-là. Et c'est en cela, je l'exprime peut-être maladroitement, c'est en cela que je félicite vraiment votre émission. Je trouve ça vraiment très bien de pouvoir dire que celui qui a inventé par exemple les feux tricolores, c'était un noir. Oui, celui qui a, voilà, qu'on a eu des femmes qui ont été dans la Lune, qu'on a un frère malien qui est à la NASA. Je pense que les enfants ont besoin d'avoir ces modèles-là pour arrêter de croire que dans l'humanité, le peuple négro-africain n'a rien apporté, quoi, et qu'on est toujours en bas. Voilà, c'est un peu ça mon souci, quoi, voilà. Merci, nous l'avions bien compris. Alors, quand on veut refaire le monde, le temps devient court. Plus qu'à peine 2 minutes avant la fin
déjà, mesdames. C'est fini. Alors oui, nous, dans Lady vous écoute, nous allons bien sûr vous décliner les héros à la sauce héroïne, parce que nous privilégions nos héroïnes de chaque jour qui viennent. Des fois, il y a des héros qui viennent. Bien sûr, les hommes ne sont des héros que lorsqu'ils entendent, qu'ils acceptent que les femmes aussi héroïnes peuvent l'être. Je voudrais vous donner le mot de la fin, chacune, Charlène et Fa, en rappelant donc que le 26 mai, de 16h à 19h au théâtre Le Passage vers les Étoiles, le métro même, c'est rue des Boulets, rue de Montreuil. Merci la régie. Votre ouvrage si présent, Percées et chimères aux éditions Jet d'encre. Jet d'encre sera mise en scène, des situations de femmes aussi que le grand public pourra découvrir. Tout à fait. Un message à leur adresser pour finir? Oui, j'invite vraiment le public à venir assister à cette représentation théâtrale, parce qu'au sortir de cette représentation, nous aurons des débats sur justement des questionnements sur le statut de la femme. Nous allons faire un état des lieux sur le statut de la femme noire actuellement, de son positionnement, de sa visibilité à l'échelle, tant à l'échelle nationale dans les pays d'où elle ressortent, qu'à l'échelle internationale. www.charlène-efa.com, comme il s'affiche sur vos écrans. Vous avez le mot de la fin, Hélène Kunz. Merci beaucoup pour votre invitation. Et puis, j'incite chacune de vos auditrices sur votre plateau de répondre la vérité sur le bilan de Barack Obama, parce qu'il a besoin d'être réélu dans de bonnes conditions aux États-Unis. Donc, rendez-vous sur mon blog, ellenpoons.com, et puis aussi sur les réseaux sociaux, Obama à la carte. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de venir parler de bonnes femmes, parler du monde contemporain qui nous entoure, de l'histoire commune que nous partageons des fois. Merci à vous qui avez été présents à cette émission au téléphone. Je suis désolée pour vous qui n'avez pas pu nous joindre. Les places sont chères dans Lady vous écoute. Si vous voulez participer à cette émission, adressez-nous un courriel à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com. Merci à vous tous. Rendez-vous dans notre édition de demain, si Dieu le veut. Au revoir.